Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver dans ce nouveau parcours d'entrepreneur. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'occasion d'accueillir mon ami Gabriel Jarosson, un serial entrepreneur. Et j'avais vraiment envie de vous le présenter, notamment au travers de cette capsule, parce que Gabriel a un parcours que moi je trouve inspirant. Et donc j'espère que vous trouverez aussi des pépites, des moments d'inspiration dans son parcours d'entrepreneur. Bonjour Gabriel. Bonjour David, merci de m'accueillir dans dans ton interview. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es et alors aussi le lieu dans lequel tu es aujourd'hui? Comme ça, on va pouvoir situer et imaginer le contexte dans lequel on fait aussi cette interview. Oui, absolument. Alors, donc, je m'appelle Gabriel Jarosson, j'ai 26 ans, je suis entrepreneur, on est là pour parler de ça. Et bien sûr, on va entrer un petit peu plus dans le détail. On s'appelle aujourd'hui, moi en tout cas, je suis dans un espace de coworking à Shanghai. Donc, si vous voyez des gens défiler derrière, c'est pas encore l'intégralité de mes salariés, ce sont des gens qui travaillent ici, voilà. Et je suis en ce moment à Shanghai pour une durée un petit peu indéterminée. C'est une des joies d'être entrepreneur, d'être où on veut. Super. Et donc, là, tu es à Shanghai à moitié pour le business et à moitié pour ton plaisir. C'est bien ça? Absolument, c'est même d'ailleurs avant tout pour mon plaisir, pour mon business pour l'instant est plus orienté vers la France, donc ce serait presque un handicap d'être ici, mais c'est pas du tout un handicap puisque voilà, c'est vraiment le mot pour me faire plaisir. Ça me fait plaisir d'être là, je suis content d'être là, donc je travaille plus efficacement depuis ici. Alors, c'est dingue parce que donc tu développes actuellement un business en France depuis Shanghai en l'occurrence. Oui, absolument. Alors c'est vrai que ça te paraît bizarre, ça paraît à tout le monde bizarre quand je l'évoque. Et voilà, c'est vrai, c'est bizarre. Il n'y a pas de raison particulière, si ce n'est la raison évoquée, c'est que j'ai envie. Donc voilà, j'ai la chance d'être mon propre patron, hein, l'expression consacrée. Et donc, j'avais envie de. Voilà, c'est Shanghai, c'est une ville que j'ai découvert il y a quelques temps, que j'aimais beaucoup. J'avais envie de vivre à l'étranger, de vivre ici. Donc, j'ai pris la décision voilà, de faire ça. Génial. Alors ça aussi, en tous les cas, pour moi, c'est une raison pour laquelle j'ai décidé d'entreprendre, c'est d'avoir une certaine liberté, d'atteindre une certaine liberté qui me correspond. Et justement, ça me permet de rebondir sur qu'est-ce qui a fait que toi, tu as eu envie d'entreprendre il y a quelques années. On va parler de ton parcours un peu plus longuement par la suite, on va expliquer un petit peu ce que tu as fait comme projet. Mais là, vraiment, fondamentalement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre il y a quelques années? Alors, en fait, c'est une histoire qui remonte à il y a plus qu'il y a quelques années. Ça remonte à il y a pas mal d'années. Quand j'avais 13 ans, j'ai demandé à mes parents un ordinateur et ils ont dit d'accord, ils m'ont offert un ordinateur. J'étais très content. Donc 13 ans, pour vous situer, ça nous situe en 2003. Donc c'était allez, quasiment les débuts d'Internet. En tout cas, c'était le début de l'Internet rapide, des premiers sites web grand public, etc. Et j'ai appris l'HTML. Pour un enfant de 13 ans, c'était assez simple. C'est un langage assez, assez facile. Et donc, je commence à apprendre le HTML et je me rends compte que je peux créer des sites internet, qui étaient bien sûr très basiques. Mais j'étais tout fier et j'ai réussi à vendre à quelqu'un un site internet à 13 ans. Et donc j'étais tout fier. C'était ma, j'étais, voilà, j'étais sans le savoir un entrepreneur, puisque un entrepreneur, parce qu'il sait faire, trouve un client et en tire une rémunération. C'est ce que j'ai fait. C'était rien du tout. Je crois que j'avais gagné 100 francs à l'époque, quelque chose comme ça. Mais voilà, j'étais très content. Et, euh, et là, à ce moment-là, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, tiens, mais c'est formidable. Je peux faire des choses, notamment bien sûr sur Internet. Euh, Moi, je comprends ça très bien et d'autres personnes, soit d'autres générations ou simplement qui ne sont pas dans cette spécialité, comprennent moins bien euh, Internet dans sa globalité, hein, j'englobe tout. Et donc, voilà, je peux être entrepreneur, leur proposer de leur vendre des sites Internet et tout ce qui va autour. Hein. C'est d'ailleurs pas mon activité aujourd'hui, mais c'était l'idée générale de l'époque. Donc voilà, j'avance quelques années, j'ai fait mes études, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique à Paris. Et donc, dès que je suis sorti d'école, j'ai voulu continuer. En fait, je me suis pas tout à fait arrêté puisque pendant tout ce temps-là, j'ai, pendant mes études, créé ma première vraie entreprise.
le site web à 13 ans, je ne considère pas ça comme une entreprise. Et donc voilà, j'ai vraiment tout de suite enchaîné sur l'entrepreneuriat et c'est quelque chose du coup, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui m'a vraiment donné envie? En fait, c'était, enfin pour moi, il n'y a même pas eu un déclic ou un moment où j'ai eu envie, ça a toujours été inscrit en moi depuis que je suis vraiment tout petit, enfant, ou très jeune adolescent, on va dire. Et, euh, et donc c'était pour moi presque une évidence. Je me suis jamais vraiment posé la question. Je me suis dit bon, tu seras entrepreneur. C'est ce que j'ai toujours eu envie de faire. Donc voilà. C'était intrinsèquement en toi, tu as eu envie et tu as eu cette expérience effectivement à l'âge de 13 ans où tu as vendu un premier site internet au balbutiement justement de ce qu'était internet. Et après, bon, de fil en aiguille, tu as créé ta première entreprise. Donc ça s'est fait un peu de manière naturelle, si je résume en tous les cas ce que j'ai entendu. Super. Et par rapport à ton parcours, tu as lancé ton premier site internet, tu l'as vendu à 13 ans, ensuite tu t'es dirigé vers une première entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et puis rebondir sur ce que tu as fait par la suite? Comme ça, on va découvrir justement ton parcours et voir un petit peu ce que l'on pourra en tirer en termes d'inspiration. Bon, super, oui, avec plaisir. Alors, je vais essayer de faire un petit peu dans l'ordre chronologique pour arriver à aujourd'hui. Donc, pendant mes études d'ingénieur, j'ai créé une première société qui s'appelait, au passé, qui s'appelait Salopette de Grenouille. Vous avez bien entendu, Salopette de Grenouille, un nom absolument farfelu, c'est fait exprès, qui était une agence de conseil en communication social média. Donc, très concrètement, j'accompagnais les marques et les professionnels sur les réseaux sociaux parce que je me suis un petit peu pris de passion à l'époque pour les réseaux sociaux et ce qui était ce qui n'avait rien à voir avec ce que j'étais en train d'apprendre en cours. Hein. J'étais à études d'ingénieur et les réseaux sociaux, ce serait plus de la communication, du marketing, plutôt ce qui pourrait être appris en école de commerce. Mais du coup, moi, ça m'intéressait. Et à force de m'y intéresser et d'y passer du temps, j'ai commencé à comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Et à nouveau, hein, même histoire que le site internet, à 13 ans, je me suis dit, mais je peux accompagner des gens qui s'y connaissent moins bien, qui comprennent moins bien parce qu'ils y ont passé moins de temps. Moi, comme j'y passe du temps et que je m'y intéresse, je m'y connais mieux, je comprends mieux et donc j'accompagne ces gens-là. Donc je faisais donc j'ai fait ça pendant 2 ou 3 ans en parallèle de mes études. Et donc voilà, c'était vraiment à la fois définir de la stratégie sur tous les médias sociaux et de la mise en place pour mes clients. En sortant d'école, donc j'ai été diplômé en 2013, et en sortant d'école, j'ai immédiatement créé une autre société, un site internet qui s'appelle levindefrance.com et qui donc était un site internet de vente de vin en ligne, de vin français, que je vendais en France uniquement, pas à l'étranger, et sous la forme de la place de marché, la marketplace, c'est-à-dire sans stock. Donc je ne stockais pas le vin, je travaillais avec à la fin 150 vignerons, hein, au début beaucoup moins bien sûr, au début zéro. Et donc je mettais en vente leur vin sur ma plateforme, eux gardaient le vin physiquement chez eux et lorsqu'il y avait une commande, ils expédiaient directement au client. Donc c'est bien sûr ce qu'on connaît bien, ce que fait Amazon, mais sur le vin, quand j'ai créé ça en 2013, ça n'existait pas. Maintenant, ça existe au travers de nombreux sites, et d'ailleurs même Amazon le fait maintenant, donc voilà, comme quoi. Et donc j'ai développé cette société pendant 3 ans, donc de 2013 à 2016. C'était très 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 intéressant. Là, j'étais vraiment à plein temps. Et, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses évidemment. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Et j'ai eu la chance de vendre cette société début 2016 à un de mes concurrents. Donc voilà. C'est une aventure qui s'est terminée pour moi avec cette vente. Et moi, de toute façon, j'avais plutôt envie de passer à autre chose. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc là, depuis cette vente, c'est-à-dire début 2016, depuis assez récemment, je travaille sur un nouveau projet, ce qui va venir conclure la présentation de mon parcours, qui s'appelle Albert Academy. Et c'est un site de e-learning dont les sujets sont les sujets du management, les sujets du management traités en entreprise. Donc la créativité, la stratégie, l'innovation, l'international, les ressources humaines, etc. etc. Et donc nos clients, bien sûr, sont les entreprises et les professionnels. Hein, c'est une société B2B. Donc ce que nous faisons, c'est que nous faisons intervenir des experts en vidéo sur des sujets qui sont de leur expertise. Hein, on a la chance de faire intervenir des grands experts français,
c'est en français à nouveau, c'est francophone. Euh, et on les fait intervenir en vidéo à travers de cours qu'on appelle des masterclass. Et ce contenu est ensuite mis en ligne et accessible sur notre site sous la forme d'un abonnement. Donc on s'abonne à la plateforme et on a accès au contenu vidéo. Voilà, et donc c'est ça que je développe aujourd'hui. Génial. Super. Et donc par rapport à ce business que tu développes actuellement, donc Albert Academy, on reviendra sur le vin de France par après, mais j'aimerais savoir maintenant si tu pouvais nous partager des astuces pour les personnes qui souhaiteraient par exemple développer un business en dehors du pays dans lequel ils se trouvent. Bien sûr. Alors, bon, déjà, première chose qui me vient en tête, pour développer, ça ne me concerne pas vraiment, mais pour développer un business dans un autre pays, il faut, je pense déjà quand même évidemment parler la langue. Donc, moi, je parle français, je suis français évidemment, donc pour développer, voilà. Mais si vous êtes français, belge et que vous voulez développer un business en Italie, je pense que c'est mieux de parler italien. Ça dépend après. Si vous êtes en B2B, en B2C, moi je suis en B2B, donc je suis amené à discuter, à travailler avec des professionnels. Et donc, bien sûr, c'est indispensable de parler la langue. Ensuite, alors, un conseil que je donnerais, c'est quand même d'essayer de rentrer dans votre pays, si c'est votre pays, en tout cas d'y aller quand même de temps en temps. Moi, j'essaie de rentrer en France quand même assez souvent. Ça me permet quand même de prévoir des rendez-vous si vraiment il y a des choses qu'on peut pas faire à distance. Même si en fait, on peut évidemment quasiment tout faire à distance. Après, alors, les petits outils que moi j'utilise, il y a deux choses que j'aime bien. Premièrement, il y a Boomerang. C'est une extension pour Gmail qui permet de taper ses emails et de les envoyer plus tard. Donc ça, c'est pratique puisque moi, donc, comme je suis en Chine, j'ai 6 heures d'avance. Et donc le matin, je réponds à mes mails. Par exemple, quand il est 9 heures du matin, en France, il est 3 heures du matin. Et c'est vrai que parfois, ça m'embête un peu d'envoyer des emails et que les gens se disent, ils m'écrivaient à 3 heures du matin. Alors peut-être que c'est très bien, ils vont se dire, je suis un acharné, un fou du travail, et je travaille même à 3 heures du matin. Mais tant qu'à faire, autant que ça parte voilà, à la bonne heure. Donc j'écris les mails, et donc Boomerang, je les prévois par exemple à 9 heures du matin ou à 8 heures du matin, heure française. Comme ça, dès qu'ils arrivent au bureau, bien sûr, moi par exemple, j'échange beaucoup avec des dirigeants ou des gens avec des assez hauts postes. Donc ils arrivent au bureau tôt, pardon. Et du coup, voilà, 8 heures du matin, pouf, ils ont tout de suite l'email. C'est un petit peu mieux que 3 heures. Et j'utilise une application sur mon téléphone qui s'appelle Mobile VoIP, VoIP, Voice over IP, qui permet de téléphoner. C'est comme Skype, mais c'est beaucoup moins cher. Donc Mobile VoIP. Voilà, pour appeler bien sûr vers la France. Et puis je fais beaucoup de Skype. Là, actuellement, on est sur Skype. C'est très pratique. Ça rajoute quand même quelque chose par rapport au téléphone, c'est qu'on se voit. Et c'est pas mal. Euh, voilà, et le dernier point, bien sûr, c'est de s'adapter un petit peu aux horaires. Donc moi, je suis au bureau le matin à 9 heures, il est 3 heures du matin en France. Par contre, je ne peux pas partir à 18 heures du bureau ici à Chambéry, puisque en France, il est midi. Et donc, l'après-midi, moi, je reçois des mails jusqu'à 23 heures, minuit. Minuit ici, il est 18 heures en France. Et donc, je vérifie encore mes mails tard le soir, ce qui me permet de répondre le jour même si pour moi, c'est le soir en me couchant, c'est le jour même, et non pas voilà, répondre le lendemain. Il faut un petit peu s'adapter aux horaires. Et justement, dans ton parcours d'entrepreneur, donc en tous les cas, moi, je me suis rendu compte que le côté humain est important, le côté relationnel. Donc, quand tu es à l'étranger, le moyen de pallier à ce problème de ne pas pouvoir rencontrer les personnes en présentiel et face à face, c'est d'utiliser Skype pour se voir, et alors d'utiliser le Voice over IP pour pouvoir téléphoner et quand même parler de personne à personne plutôt que par texte interposé, notamment par email. Bien sûr. Oui, j'hésite vraiment pas voilà, à appeler, même si effectivement c'est plus cher d'appeler d'ici que d'appeler de la France. Mais je me mets en condition professionnelle de dire si j'ai besoin de passer un coup de fil, je le fais. Je ne vais même pas me dire ah ben, comme je suis à l'étranger, j'envoie un mail. Non, s'il faut appeler, j'appelle effectivement. Ouais, bien sûr, en même temps, c'est un choix d'être à l'étranger, et donc voilà, enfin, toi, tu es conscient effectivement des problématiques que tu aurais pu rencontrer, et tu y pallies notamment par rapport à ces deux outils que tu nous as partagés. Et donc, si on en revient à ta précédente startup, ta précédente entreprise, le vin de France, est-ce que tu pourrais nous partager
ce que tu as, enfin, comment ça s'est déroulé donc en termes de temps, donc combien de temps ça t'a pris pour développer ce business, et puis aussi nous parler un peu de la vente, parce qu'à mon avis, une entreprise, on ne la vend pas du jour au lendemain. Donc voilà, on va le faire en deux étapes. Je te reposerai la question par rapport à la vente, mais donc là, est-ce que tu peux nous expliquer le parcours, ton parcours par rapport au vin de France? Oui, alors, tu vois, moi, c'est frappant. Quand tu me dis combien de temps ça t'a pris pour le développer, en fait, pendant les 3 ans, j'étais en train de le développer. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de développer son entreprise, ça, c'est évidemment. Donc, après, bon, c'est vrai qu'il y a vraiment eu une première phase très bootstrap, enfin, vraiment en partant de zéro. Hein. Donc, quand j'ai commencé en sortant d'école, il n'y avait pas de site internet, pas de vigneron, donc pas de vin à vendre. Il n'y avait vraiment rien. Donc j'ai dans un premier temps construit. Alors j'ai commencé d'abord par appeler les vignerons. Ils m'ont dit bah ok, est-ce qu'on peut voir le site internet? J'ai dit bah non, il n'est pas prêt. Et donc ils m'ont dit bon bah rappelez-moi quand vous aurez le site internet. Donc j'ai construit le site internet. Puis j'ai rappelé les vignerons et j'ai dit voilà, regardez le site. Il y a des vignerons qui m'ont dit ok, qui sont venus. Donc voilà, et j'ai commencé comme ça. Donc au début j'avais un vigneron, c'est un vigneron d'Alsace, hein, je me souviens bien. Le tout premier à nous faire confiance, à me faire confiance. Et puis voilà, comme ça j'ai grossi hein, jusqu'à 150 vignerons, 750 bouteilles à peu près en ligne. Mais donc voilà, au bout des 3 ans, j'étais toujours en train de le développer. Pour diverses raisons, j'avais plutôt envie de tourner la page, de passer à autre chose. Euh, mais en même temps, l'entreprise était en train de grossir et donc c'est vrai que je ne savais pas trop quoi en faire. Je me disais, mais je vais pas tout simplement fermer les portes et dire, bon bah voilà, c'est fini. Évidemment, quand on crée une boîte, on veut la voir grossir et on ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Il y avait toujours voilà, des choses à faire et du potentiel. Et donc, c'est vrai que du coup, j'enchaîne sur la deuxième partie. Assez naturellement, je me suis dit, mais ce serait une bonne solution pour moi de la vendre. Ça permet effectivement de tourner la page, mais en même temps, elle ne retombe pas dans le vide. Et puis, bah, vendre une boîte, c'est effectivement assez satisfaisant, l'accomplissement de quelque chose, même si à la base, je n'avais pas du tout créé ça exprès pour vendre. Hein. J'avais créé parce que j'aime créer des boîtes et j'avais envie de développer. Et j'avais plutôt envie de garder cette société sur le long terme. Mais au bout de 3 ans, je me suis rendu compte que voilà, c'est pas forcément ce que j'avais imaginé, où il y avait certains aspects qui peut-être me plaisaient pas. Bon, en tout cas, j'ai envisagé cette vente. Alors non, ça s'est pas fait du tout en un jour. Ça a été assez long. C'est un process qui a pris plus de 6 mois de conversation. Alors à l'origine, c'est moi qui ai contacté mes 2 principaux concurrents. Et je leur ai dit, voilà, si ça vous intéresse d'acheter, moi ça m'intéresse de vendre. Et on est parti de là, on est parti d'une discussion. Et donc évidemment, il y a de très 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 nombreux sujets. Bien évidemment, le prix est un sujet très 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 important, mais pas que. Tout ce qui est transfert, mise en place, c'est assez quand même compliqué, même si ça reste des startups, des petites boîtes, mais forcément en 3 ans, on accumule beaucoup de choses. Donc comment on passe d'une startup à l'autre, comment on transfère la connaissance, la base clientèle, tout le contenu. Voilà, bon, il y a de nombreux sujets, mais c'est vrai que c'est très très long. J'ai presque cru que ça n'aboutirait jamais, mais ça a fini par fonctionner au bout de 6 mois. Donc voilà. Et par rapport donc à cet état d'esprit que tu avais donc au départ de créer une boîte tout seul, est-ce que tu avais dans l'esprit, est-ce que c'était exactement ce que tu as pu obtenir après 3 ans, ou bien tu as dû modifier des choses, ou ça s'est totalement éloigné? Si on prend notamment le business model, est-ce que le business model que tu avais en tête au départ était celui que tu as adopté au final, au fur et à mesure que le projet se développait? Oui, alors ça effectivement, c'est une très bonne question. Je dirais presque que c'est une question piège, mais c'est pas du tout une question piège, mais c'est effectivement la bonne question, je pense. Et la réponse, évidemment, est non. Et c'est ça qui est drôle. Effectivement, c'est pas du tout ce que j'avais envisagé comme. Alors, pour faire très simple, hein, une place de marché, comment ça fonctionne? Ça prend des commissions sur les ventes. Euh, c'est comme ça que fonctionne Amazon, c'est comme ça que fonctionnent toutes les places de marché. Donc, en ce sens, oui, c'est là-dessus que je suis resté. Je suis resté sur l'idée d'être une place de marché qui prenait des commissions. Et à la fin, au bout de 3 ans, c'est toujours ce que je faisais. Cela dit, effectivement, le business model a changé évidemment du tout au tout, et c'est effectivement ça qui est marrant. C'est ça, être entrepreneur, il faut s'adapter en permanence, sinon on ne survit pas, hein, je pense. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé.
au cours du temps. Une des choses, moi, qui m'a pas mal marqué, j'avais prévu, dans mon business plan initial, de faire payer les vignerons pour être présents sur la plateforme. Ce qui est une chose à nouveau assez classique dans le business model des marketplaces. Et aujourd'hui, si vous voulez, par exemple, devenir vendeur sur Amazon, je m'excuse, je parle tout le temps d'Amazon, je fais pas de pub, j'ai pas d'action chez eux, mais c'est vrai que c'est la référence en termes de place de marché dans le monde entier. Donc aujourd'hui, si vous voulez être vendeur sur Amazon, ils vont vous demander des commissions sur les ventes et un léger abonnement fixe. Et donc j'avais dans l'idée de faire payer ça aux vignerons. Et puis c'est très drôle, j'ai rencontré un certain nombre de vignerons, j'en ai prospecté pas mal au téléphone, et tout le monde m'a dit pourquoi pas, mais moi je veux pas payer l'abonnement. C'est pas possible, c'est trop cher, j'ai pas envie, parce que rien ne me garantit que je vais vendre. Et donc si je vends pas, ça m'embête d'avoir payé pour rien. Évidemment, à nouveau, c'est pas le cas sur Amazon. Alors rien ne vous garantit de vendre sur Amazon, mais ils sont tellement connus, ils ont tellement de trafic, tellement d'objets en vente et tellement d'acheteurs que vous avez plus de chances de vendre que sur un site débutant. Surtout quand je parlais du tout premier vigneron, lui c'était sûr qu'il n'allait pas vendre tout de suite, puisqu'au début le site effectivement il n'y avait aucun trafic, aucune communauté, il se passait rien. Et donc voilà, une des premières choses que j'ai fait, et c'était une décision difficile parce que je faisais une croix sur du chiffre d'affaires et mon business plan reposait sur cet abonnement en partie, en plus des commissions, une grosse partie de l'argent devait provenir de ces abonnements. Et donc j'ai décidé, j'ai dit voilà, si je veux avancer, j'enlève l'abonnement. Sinon, je me heurtais à un mur. Alors en plus, les vignerons français, si vous en connaissez certains, c'est des gens en général qui ont un fort caractère, qui sont un peu têtus. Moi, j'en connais beaucoup du coup, et ils sont tous très fort caractère et très têtus. Donc voilà, ils n'auraient probablement pas lâché le morceau. Donc j'ai décidé de dire voilà, on enlève l'abonnement, c'est gratuit, vous venez sur le site, il y a simplement la commission. C'est plutôt vertueux puisque c'est gagnant-gagnant. S'ils ne vendent pas, eux, ils ne payent rien. Et moi, si je veux gagner de l'argent, il faut que je vende leur vin. Donc voilà, ça leur prouve que je vais, entre guillemets, me bouger pour vendre leur vin, puisque si je vends rien, j'ai pas de commission. Voilà, des histoires comme ça, au fur et à mesure des 3 ans, il y en a eu des dizaines. Celle-là, c'est peut-être la plus significative. Mais voilà, il faut effectivement toujours adapter. Et effectivement, c'est jamais ce qu'on croit. Alors, j'ai pas d'enfants, mais c'est comme les enfants. On se fait toujours des idées, puis les enfants, ils nous surprennent toujours. Ils sont jamais ce qu'on croit qu'ils vont devenir. Voilà, une boîte, c'est pareil. Voilà. C'est une jolie image de prendre cette image de l'enfant. En tous les cas, moi, ça me parle. Par rapport à ce développement d'activité, donc c'était une activité en ligne, donc c'était principalement un site de vente en ligne. Malgré tout, il y avait ce côté humain, ce côté du fait d'aller voir, d'aller rencontrer les vignerons, etc., qui était présent. C'est pas un peu paradoxal de justement développer quelque chose sur Internet, et ça te force d'aller justement à la rencontre d'autres personnes. Moi, je trouve ça formidable, c'est dans l'entrepreneuriat justement, c'est cette aventure humaine, moi qui me plaît aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais également du présentiel, je fais du web, mais je fais du présentiel aussi, parce que ça me botte de rencontrer les gens, parce que ça me botte d'échanger. Mais c'est assez paradoxal de se dire que pour développer une boîte en ligne, il faut rencontrer des personnes en vrai, en in real life, comme on dit. Et du coup... Absolument. Moi, alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, mais bon, il n'y a pas de question, mais je suis d'accord avec toi. Moi, ça me rappelle toujours ce petit blog post de Paul Graham, donc un investisseur assez connu aux États-Unis de Y Combinator, qui dit « Do things that don't scale ». Donc, faites des choses qui n'ont pas d'effet d'échelle. Et notamment, il parle de tous les business disent « Ah, mais on veut faire du online, on veut être le prochain Uber, tout dématérialisé, etc. » Et il dit qu'il faut toujours commencer par du physique, du présentiel. On est avant tout des êtres humains, des êtres relationnels. Et d'ailleurs, toutes les startups aux États-Unis, que ce soit Uber ou plein d'autres, et Facebook, qui est évidemment bien connu pour ça, ont d'abord commencé en général sur des campus. Et donc, c'était des gens en physique qui venaient présenter l'application à des étudiants en leur disant voilà comment vous pouvez l'utiliser, etc. Donc, effectivement, c'est marrant ce lien online-offline, mais c'est vrai que je pense que c'est nécessaire. Absolument. Et c'est une bonne chose, ça nous sort de nos écrans un petit peu. Donc l'apprentissage que l'on pourrait en retirer, c'est effectivement que même si on développe une activité en ligne, peu importe le type d'activité, ce qui prime d'abord, c'est ce relationnel humain, aller rencontrer des personnes, que ce soit les clients, que ce soit les partenaires, et aller à la rencontre de ces personnes, puisque nous sommes tous des humains, nous sommes reliés par ce côté relationnel, et donc c'est important effectivement d'aller à la rencontre des autres. En tous les cas, j'essaie d'en tirer un enseignement, et moi ça me parle bien en tous les cas.
Ok. La dernière question que j'aurais à te poser, c'est qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à te lever chaque matin et à développer ben, ton business depuis Shanghai, pardon, notamment. De Shanghai. Voilà. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever, de parfois rester jusqu'à 23 heures pour pallier au décalage horaire. Voilà. Quelle est ta motivation? Et je suppose que c'est cette motivation qui te permet de persévérer. Alors oui, la motivation est bien sûr importante pour persévérer. Et en fait, c'est une question que je n'ai pas préparée, on n'en avait pas spécialement parlé avant. Mais pendant que tu étais là à l'instant en train de me la poser, en fait, il m'est venu un truc qui me fait rire parce que c'est un rapport avec un podcast de toi que j'ai écouté quand on a échangé il y a quelques semaines. Tu m'avais envoyé ce podcast et je l'ai écouté. Et tu vois, ça vient de me revenir, c'est la passion. Et en fait, toi, tu en parles un peu pour autre chose, mais c'est assez similaire de dire finalement la passion est plus forte que la motivation. Ça, c'est un de tes podcasts euh, en disant que si on veut accomplir quelque chose, si on est motivé, c'est bien, mais la motivation, ça finit par partir, alors que la passion, ça reste. Et en fait, voilà, tu me posais cette question dans ma tête, j'étais en train de me dire, en fait, la meilleure réponse, c'est que je suis passionné. Je suis vraiment passionné d'entrepreneuriat. J'adore ça. Il y a plein de choses dans mon parcours dont on n'a pas parlé, mais qui se rapportent à l'entrepreneuriat. Je m'y intéresse beaucoup. Je me renseigne toujours sur les dernières innovations, les dernières startups, en France, aux États-Unis, partout dans le monde, en Chine, bien sûr. Voilà, l'innovation, les gens qui innovent et qui en font une startup, qui font quelque chose, qui arrive à partir d'une idée, d'une innovation, à avoir des clients, des gens à qui ça rend service et qui sont prêts à payer. C'est le principe d'une startup. Voilà, je trouve ça fascinant. C'est bien sûr ce que j'essaye de faire. Voilà, ça a commencé même très jeune, comme je le disais tout à l'heure. Donc je pense que je suis vraiment habité par ça, la passion d'entreprendre, de faire quelque chose. Moi, j'ai une autre chose qui m'habite, une autre passion, c'est créer et développer. Et j'ai eu la chance de créer plusieurs sociétés jusqu'à présent, mais aucune qui ne s'est développée à la hauteur de mes attentes. Alors je précise que mes attentes sont très élevées, c'est normal. Faut toujours, je ne sais plus qui disait ça, mais il faut toujours viser les étoiles, comme ça même si on se rate, on atterrit sur la Lune. Et donc mes attentes évidemment sont très grandes, mais du coup c'est bien, ça me motive. J'ai créé 2 sociétés qui ont été très, très, enfin voilà, c'est pas des grands succès, mais c'est pas forcément des échecs, mais qui ont très bien fonctionné, mais voilà, qui n'ont pas été à la hauteur de mes attentes qui sont évidemment très hautes. Mais l'idée de dire de développer une société qui grossit, bien sûr en chiffre d'affaires, mais qui grossit en effectif, d'avoir une équipe de 5, 10, 20, 50, 100 personnes. Mais déjà, pour passer d'une équipe de 10 personnes, moi je ne suis pas encore arrivé à là, mais c'est déjà une étape assez grande pour en arriver là. Et donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup atteindre. Donc je suis motivé par ça et par mes échecs. Parce que voilà, alors moi personnellement, je n'ai pas peur du mot échec et je considère que j'enlève une notification. Voilà. Je considère que il y a une partie de réussite dans ce que j'ai fait, c'est très bien, mais il y a une partie d'échec puisque j'ai pas atteint ces objectifs-là. Et donc, voilà, c'est ce qui me motive, c'est d'y réussir cette fois-là, que ce soit la bonne, parce que bon, pas recréer des boîtes tous les 4 matins, il faut les créer et les faire réussir. Voilà. Et de ton expérience, tu dirais qu'il faut combien de temps pour qu'une boîte devienne rentable euh, étant donné Ah que ça, c'est the question. Moi, je sais qu'il n'y a pas de ouais, réponse bien sûr. miracle et que voilà, mais c'est vrai que par rapport à ton expérience, je dirais, est-ce que toi, tu tu t'es donné je dirais un temps précis pour te dire, ok, à ce moment-là, je ferai le bilan, de me dire si Albert Academy, je continue ou pas, parce que voilà, si on persévère pendant 5 ans dans une boîte et que ça perce pas, bon, on peut quand même se poser certaines questions. Donc voilà, je me demandais si toi tu avais un chiffre en tête par rapport Bien à sûr. cela. Alors effectivement, ça c'est une question que, bon, évidemment, il n'y a pas de réponse, mais en même temps, moi-même, je me la pose tout le temps et je me la suis posée ces dernières années vraiment constamment. Euh, et j'ai évidemment pas de réponse a priori. Alors moi, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent le fail fast, donc rater rapidement. Eux, ils ont une métrique, c'est en 6 mois, il faut faire $100 000 de chiffre d'affaires. Si en 6 mois, on n'a pas fait $100 000 de chiffre d'affaires, c'est que c'est pas une bonne idée. Et donc, il faut mettre à la poubelle et recommencer. Et on peut recommencer du coup tous les 6 mois, c'est-à-dire 2 startups par an. Et donc, en 2-3 ans, on peut en essayer 4, 6
Ça fait beaucoup, il y en a bien une normalement qui va marcher. Et si on a atteint la barre des 100 000 dollars en 6 mois, c'est on tient quelque chose et on peut continuer. Donc voilà, moi j'ai cette métrique-là en tête. Alors moi personnellement, je ne l'applique pas, parce que le vin de France, moi j'ai tenu 3 ans, si je puis dire, et j'ai pas atteint cette barre-là. J'étais pas loin du tout, mais je ne l'ai pas atteint. Et, et du coup, c'est vrai qu'on se dit, enfin voilà, moi je me pose toujours la question, si j'avais fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans de plus sur le vin de France, où est-ce que je l'aurais emporté? Après, c'est aussi des choix personnels. C'est-à-dire que moi, au bout de 3 ans, moi, Gabriel Jarosson, entrepreneur à titre personnel, et non pas moi, Gabriel Jarosson, patron ou créateur du vin de France, j'avais un petit peu envie de changer d'air, de respirer l'air frais, d'ailleurs qui n'est pas si frais, l'air frais de Shanghai, mais même pas géographiquement, mais aussi bien sûr, mais juste de passer à autre chose. Donc ça a influé sur ma décision. Après, oui, moi je me fixe toujours des deadlines, en général des deadlines à 6 mois, et je me dis voilà, dans 6 mois, il faut que j'ai atteint ça. Si c'est pas le cas, en fait, mais alors, c'est jamais aussi simple, mais dans ma tête, je me dis si c'est pas le cas, j'arrête, et si c'est le cas, je continue. Et au bout de 6 mois, disons que l'idée, c'est pas forcément d'avoir atteint exactement un chiffre, voilà, mais de s'en approcher, d'avoir avancé, de dire bah voilà, moi je compare les deux situations. Et si je me dis il y a 6 mois, j'en étais au même point qu'aujourd'hui, où j'ai pas beaucoup avancé, j'ai pas avancé de façon significative, j'ai avancé de 10%, 20%, là c'est qu'il y a un problème. Et donc soit j'arrête, soit je remets tout à plat et je recommence vraiment à zéro. Voilà. Sachant qu'en fait, même au quotidien, j'attends pas 6 mois pour faire des remises à plat, des remises en question, mais en tout cas, voilà, tous les 6 mois c'est nécessaire. En général, ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est que tous les 6 mois, j'étais vraiment plus avancé que 6 mois avant. C'est-à-dire, ça n'avait plus rien à voir. C'était vraiment une situation différente. Le chiffre d'affaires avait vraiment progressé, mais pas que, les contacts, les projets en cours, il se passe, voilà. Si en 6 mois, on a vraiment l'impression de se dire, on regarde 6 mois en arrière, et en ouvrant les yeux, on se dit, waouh, j'en ai fait des choses, ça avance vraiment. S'il y a 6 mois, on m'avait dit que j'en serais là, c'est vraiment top, allez, il faut continuer. Là, je me dis, bon, je peux continuer. Voilà. C'est vrai qu'en 6 mois, il peut se passer beaucoup de choses, on peut tester beaucoup de choses aussi. Il y a le concept, l'approche Lean aussi qui prône un peu le essai-erreur et la mentalité aux États-Unis, de ce que j'entends, puisque je n'y suis jamais allé, mais c'est vrai que la mentalité de l'échec là-bas est plus acceptée, on va dire ça comme ça, qu'ici en Europe. Ici en Europe, quand on explique qu'on a raté quelque chose, c'est parfois mal vu, on n'ose même pas en parler. Alors qu'aux États-Unis, justement, je découvre ce côté, de faire des choses en 6 mois, et puis si ça fonctionne pas, on bâcle tout. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, ça nous oblige à nous remettre en question et à ne pas continuer un projet qui de toute façon s'avère un échec. Ça s'avérera un échec quoi qu'il arrive. Ça, c'est une problématique de la passion, je pense aussi, c'est qu'on se raccroche peut-être aussi trop à ce qu'on développe. Bien sûr. Et on n'ose pas, ou on n'a tout simplement pas envie de lâcher le bébé, parce que je pense qu'une entreprise, on peut la considérer comme son bébé, et c'est quelque chose qu'on développe, dans lequel on met son énergie, dans lequel on met son argent. Enfin, voilà, c'est clair que lâcher 6 mois de sa vie, on va dire ça comme ça, si on peut résumer ça comme ça, sa vie professionnelle, dans tous les cas, ça peut être compliqué, mais parfois il faut le faire. Et il y avait une autre chose, dis-moi, tu voulais dire? Oui, non, je voulais rebondir, enfin je suis tout à fait d'accord, moi ça a été très dur pour moi, après, il y a c'est quelqu'un qui se casse la figure à côté, mais tout va bien, il est vivant. Ça a été très dur pour moi après 3 ans effectivement de lâcher prise et de faire une croix sur ça, même si c'est une sortie positive, mais même malgré tout de lâcher tout et un beau matin je me suis levé et c'était fini, j'avais plus rien à faire pour cette boîte Le Vin de France, ça n'existait plus, elle était plus en ma possession, c'était fini. C'est vrai que c'était très difficile, moi, je suis d'accord. Faut être préparé, on va dire, psychologiquement à ça. Non, mais je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je vis avec le Carrefour de réussite, où parfois je me dis, bon, est-ce que je devrais pas repartir sur autre chose parfois. C'est un questionnement, je pense que tout entrepreneur peut se poser un jour ou l'autre, et faire. C'est un peu comme un deuil, on va dire ça comme ça, et il faut être prêt à pouvoir le vivre. Voilà, super partage en tous les cas. Écoute, je te remercie. Là, on en est déjà à une bonne demi-heure.
on pourrait parler des heures de nos projets, mais voilà, l'idée c'est de quand même condenser des choses qui peuvent inspirer les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais une envie de partager, peu importe, un message, une phrase ou autre, aux personnes qui entreprennent aux entrepreneurs bienveillants, comme je les appelle, c'est-à-dire des personnes qui créent de la valeur et qui veulent aider les autres au travers de leurs services et leurs produits. Je prends Bah oui, l'improviste, merci. mais Ouais, c'est à la non, mais c'est très bien. Ouais, ouais. Non, mais merci. Alors si tu veux, ces gens-là, pour moi, ils ont pas besoin de nous. S'ils sont déjà entrepreneurs, c'est qu'ils, voilà, ils ont déjà franchi le pas. Et donc, merci. S'ils font quelque chose, comme tu dis, s'ils sont bienveillants, que c'est des entrepreneurs qui veulent apporter de la valeur, et c'est parfait. C'est ce qu'on essaye, nous aussi, j'espère, de faire. Et c'est, voilà, s'ils ont déjà franchi le pas, il n'y a pas de problème. C'est qu'ils ont déjà compris, et donc voilà, la seule chose que j'ai à leur dire, c'est merci. Par contre, les gens qui n'auraient pas franchi le pas mais qui hésitent à devenir des entrepreneurs bienveillants, je sais qu'il y en a beaucoup, et je crois aussi que c'est peut-être un peu pour ça qu'on fait ces interviews, parce que tu as dit pour inspirer un petit peu. Et bon, je vais évidemment, c'est très classique, mais à ces gens-là, je vais leur dire allez-y, foncez. Mais moi, je voudrais partager un petit trick, puisque en début d'interview, tu me demandais des outils. Moi, j'ai découvert un outil qui s'appelle Pomodoro. Donc ça veut dire tomate en italien, je crois. Je parle pas italien, mais si j'ai bien compris. Et donc c'est un petit timer, c'est inspiré en fait des comptes minutes italiens en forme de tomate. Et, je sais que toi tu connais parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais voilà, je réexplique. Et donc c'est une appli qui se met sur votre ordinateur, sur votre smartphone, et qui simplement découpe votre temps en 25 minutes, en tranches de 25 minutes. Et vous pouvez, si vous tapez, ça s'appelle la Pomodoro technique, hein, si vous tapez sur Google, vous retrouverez un certain nombre d'informations, d'articles à ce sujet-là. Ça permet de découper vos tâches. Et donc moi, aux gens qui voudraient éventuellement entreprendre, mais qui sont salariés, en général, hein, quand on n'est pas entrepreneur, c'est qu'on est salarié, évidemment. Enfin, il y a plein d'autres possibilités, mais c'est quand même la configuration très classique. À ces gens-là, je leur dirais, il suffit d'un Pomodoro par jour. Et donc moi, c'est quelque chose que j'applique dans ma vie de tous les jours. J'ai mon business de tous les jours que je développe, qui est Albert Academy, mais tous les jours, sauf bien sûr les jours où je suis vraiment en rush, mais quasiment tous les jours, j'essaye de me discipliner, de faire un Pomodoro sur autre chose, un side project, quelque chose qui n'a rien à voir, qui me fait plaisir, où je m'amuse, et j'y vais à mon rythme, mais en faisant 25 minutes tous les jours. Donc je mets le chronomètre, ça me vide un peu l'esprit, ça me change les idées, je fais ça. Et en faisant 25 minutes tous les jours, vous seriez surpris, mais en le faisant vraiment tous les jours, on avance vachement. Donc si vous êtes salarié ou que vous faites autre chose, mais que vous voulez devenir entrepreneur bienveillant, téléchargez cette application. Tous les jours, vous faites 25 minutes et vous verrez où vous en serez dans un an. Même à 25 minutes par jour, vous aurez diablement avancé. Et vous serez devenu un entrepreneur bienveillant. Et ça, c'est super. C'est super ce que tu partages là, parce que effectivement, si on fait un pas chaque jour, au final, on peut atteindre de grands résultats. Et Voilà. parallèlement, à ce que tu dis, on peut le faire pour tout type de projet. Donc, par exemple, moi, c'est vrai que je prends pas spécialement le temps tous les jours d'écrire mon bouquin, pardon. Je pourrais effectivement maintenant prendre la décision de faire au moins un Pomodoro par jour pour finaliser enfin ce livre qui parfois traîne depuis, parce que bon, quand on est rattrapé par la vie professionnelle, la vie privée, on n'avance pas forcément sur ses propres projets. Mais voilà, si c'est important pour nous, si c'est important pour vous, effectivement, comme le partageait Gabriel, voilà, prenons peut-être l'habitude de faire tous les jours une petite chose, et notamment tous les jours 25 minutes à l'aide de la technique Pomodoro. Super. Merci beaucoup, Gabriel, en tous les cas. Ça m'a fait Merci, David. C'était super plaisir d'échanger avec toi. Moi aussi. J'aspire à ce que ça puisse en tous les cas inspirer d'autres personnes. On peut te retrouver où sur internet, comme ça les gens s'ils ont envie d'éventuellement... Alors c'est facile, oui pardon, excuse-moi je te coupe, mais oui c'est très simple. Sur Facebook, Gabriel Jarosson, mon nom complet, sur Twitter bien évidemment, j'y suis assez actif. J'ai un site web, voilà, je suis partout. Vous pouvez me retrouver très facilement, tapez mon nom dans Google et vous me trouverez, sur LinkedIn évidemment. Voilà. Ok, donc le plus simple c'est de taper ton nom. Je noterai l'orthographe de toute manière. Oui, 2 R, 2 S. Voilà, 2 R, 2 S. Mais comme ça, vous pourrez retrouver Gabriel et en savoir un peu plus sur lui. Voilà, super. Merci beaucoup, Gabriel. À très vite. Merci. Bonne continuation avec Albert Academy. Merci. Puis, de toute façon, on reste en contact.
Et absolument. donc à vous qui nous écoutez aujourd'hui, prenez 3 actions, 3 choses qui vous ont inspiré dans cette vidéo, mettez-les en action parce que vous savez très bien que tout est possible à partir du moment où vous l'avez décidé et à partir du moment où vous passez à l'action. Donc mettez en application des choses que vous avez apprises dans cette vidéo et tout ira pour le mieux. Voilà, que tout aille bien. À très vite tout le monde. Salut. Au revoir. Voilà, super. Super. Merci, Fou. on y est Bah, merci arrivé. à toi, c'est top. Ouais, Oui, bon, je suis désolé, hein, c'est de la faute de la Chine, mais heureusement, on n'a pas été recoupé après, donc voilà, ça va. c'est tant Bah, mieux.